RMC, l'invité des grandes gueules. Sur les ondes, il est le roi. À la Marshall, un nom qui sonne fort. De Nice à Paris, sa voix nous porte. Avec les grandes gueules, il fait le sport. Long live rock pour notre animateur. Un micro en main, il nous éclaire. Avec Olivier, les débats s'enflamment. Alain, tu es notre chéri de l'air. Génial! Génial! Écoutez, je vais vous expliquer parce que là, ils m'ont dit tais-toi, écoute. Et en fait, juste il y a 10 minutes, au moment où on a annoncé l'arrivée de Luc Ferry, Louis m'a dit on tente un truc. Voilà, la chanson vient d'être créée en quelques minutes. Bravo, félicitations, chapeau. C'est l'IA qui a travaillé. On lui a juste donné un certain nombre de données me concernant. Il aime le rock, il vient de Nice, travaille à Paris, il anime les grandes gueules. Bonjour Luc Ferry. Bonjour ami, je suis ravi de vous retrouver. Oui, parce que Luc a été pendant quelques années l'une de nos grandes gueules, l'un de nos intervenants. Ça, c'est fantastique. C'est ça l'intelligence artificielle. On lui dit voilà ce que je veux, et quelques minutes après, elle nous sort un résultat quel qu'il soit. Oui, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça encore, hein, parce que je regardais ce matin une émission sur BFM. Il y avait des gens très très savants qui étaient là, ils étaient très bien. Mais il donnait des exemples qui sont vraiment en deçà de la main. Par exemple, quelle est la recette de la tarte aux pommes? Ah oui, elle peut te donner ça, mais non. Moi, je vous donne tout de suite quelques exemples. Il y a eu une compétition organisée entre une cinquantaine de professeurs d'université en mathématiques. Elle les a pulvérisés. J'ai donné, c'est un exemple que je prends souvent, parce que pour mon camarade Danny Cohn-Bendit, il a un copain qui ne parle pas le français, il voulait lire mon livre. J'ai donné un chapitre de ce livre de 50 pages à traduire à ChatGPT. Il a mis 6 minutes à traduire en allemand. Je n'ai pas une virgule à changer. J'ai été traducteur professionnel pendant 30 ans. Je n'ai pas une virgule en 6 minutes. Voilà. Donc, ça veut dire que le métier de traducteur est mort. Voilà. En médecine, j'en parlais ce matin avec un de nos grands médecins, avec un chirurgien. Il y a eu une compétition organisée avec une IA qui s'appelle AMI. Elle pulvérise en diagnostic tous les médecins de la planète. Et donc, lisez le livre du professeur Bibot, par exemple, qui est cancérologue à Pompidou. Le livre est génial, s'appelle L'Odyssée de la médecine 2041. Il dit que il est cancérologue. Il dit que non seulement en diagnostic, son métier est mort, il a donné à une IA qui s'appelle AMI, ou à d'autres, il y en a d'autres qui sont équivalentes, des IA diagnostiques, les cas de cancer les plus difficiles qu'il a eu dans sa vie. Et il me dit, c'est bien meilleur que moi. Voilà. Et donc, il faut que les gens comprennent qu'on va... Moi, je vais demander, par exemple, de me donner, ça c'est un truc amusant, de me faire le scénario du prochain livre de Stephen King. Et c'est génial ce qu'il m'a fait en 8 secondes. Alors, il faut expliquer, c'est parce que les gens se disent, ils sont fascinés. Stephen King écrit toujours la même chose. Mais ça facilite le travail de l'IA. Je vais faire, puisqu'on est entre chers collègues, je vais faire une disserte de philo aussi, assez grandiose. Ouais. C'est vrai, vraiment? Ouais. Évidemment. L'IA est douée. Non, c'est pas ça. L'IA est quoi, alors? Elle a des milliards de documents dans la tête. Elle a, par exemple, à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, il y a 15 millions de volumes. À la BN, il doit y en avoir 5 ou 6 millions, quelque chose comme ça aujourd'hui. Il les a tous. Et il a des milliards de documents. Il a toutes les émissions de télévision possibles et imaginables. Il a toutes les œuvres d'art de l'histoire de l'humanité. Il a tout ça en lui. Mais il a des algorithmes d'une puissance extraordinaire pour utiliser toute cette culture. Donc, il est 1 milliard de fois plus cultivé que moi. J'ai un copain qui fait un film sur Victor Hugo. Je lui ai demandé hier à ChatGPT qu'a fait Victor Hugo d'important entre les journées de juillet 1830 et puis la Révolution de 48. Les réponses qu'il me donne sont absolument pas... Je suis un fan de Victor Hugo. Les réponses sont parfaites, les dates sont les bonnes, les exemples sont les bons. En politique, ce qu'il me dit est parfait, donc contre Napoléon le Petit, etc. Bon. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter Qu'est-ce que l'IA va nous apporter dans notre quotidien, aux gens qui nous suivent, qui nous écoutent, qui le matin se lèvent, vont bosser, reviennent à la maison et disent qu'est-ce que ça va m'apporter l'IA, quoi, Alors, en fait. Bon, c'est très compliqué. En cancérologie, ça va sauver des millions de vies. Moi, j'ai enseigné la biologie à Jussieu avec mon ami Jean-Didier Vincent quand j'étais gamin, biologie et philosophie. Et donc, j'ai beaucoup, depuis 30 ans, travaillé sur la biologie du cancer en particulier. Il n'y a pas d'immunothérapie sans IA, par exemple. L'immunothérapie, ça consiste à reprogrammer les lymphocytes, donc les soldats du système immunitaire, pour aller attaquer de manière précise, ciblée, les cellules cancéreuses. Ça évite les chimiothérapies qui sont très invasives.
J'ai préfacé un livre formidable, d'ailleurs, qui s'appelle « Dépasser la chigno », où on travaille sur cette... Voilà, on a calculé qu'il faudrait 50 ans ou 40 ans au cerveau d'un oncologue pour séquencer le génome d'une cellule cancéreuse. Il faut quelques minutes à l'IA. Donc, en médecine, ça va sauver des millions de vies. Dans la vie quotidienne, vous aurez cette année, c'est très inquiétant. Moi, j'ai peur aussi, hein. Vous aurez cette année ce qu'on appelle les assistants IA qui sont capables d'organiser, par exemple, tout un voyage pour vous et de remplacer une excellente secrétaire de direction. Ma fille travaille dans une boîte en Suisse. Il n'y a plus une seule secrétaire. Tout le courrier est fait par ChatGPT. Donc moi, dans mon livre, la première chose qui m'a intéressé, c'est cette étude de Goldman Sachs qui dit qu'il y aura 300 millions d'emplois supprimés ou remplacés par des IA dans la décennie qui vient. Et Sam Altman, qui n'est pas un clown, donc, qui est le patron d'OpenAI, qui a inventé ChatGPT, dit qu'on verra apparaître des licornes dans la décennie qui vient, donc des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars, sans aucun salarié humain. C'est ça le premier problème, c'est cru. Il faut que les gens comprennent. C'est pas une blague. Quand je fais des conférences, ils rigolent. Ils croient que c'est une plaisanterie, mais c'est pas vrai. C'est pas du tout une plaisanterie. Donc, on va avoir des centaines de millions d'emplois qui vont être remplacés. Et surtout qu'au Conseil du numérique, ils n'ont pas tenu compte des robots humanoïdes. Regardez ceux qui nous écoutent, allez voir, vous tapez sur Google les robots Optimus d'Elon Musk et vous verrez des robots qui sont capables de servir à table, de faire les courses, Oui, de vous fabriquer un mojito quand vous rentrez à la maison ou une caipirinha. Et ils sont capables, ils passent le paradoxe de Moravec, c'est-à-dire ils ont plus de sensibilité au bout des doigts qu'un humain. Et ça, c'est un futur qui est... C'est là. C'est là. C'est la semaine prochaine. Quoi. Voilà, On y est. oui, c'est ça, on y est. Et des machines qui cotiseront pas ni pour la retraite, ni pour la sécurité sociale. Pas d'arrêt de travail, ils ne sont pas à la CGT, ils ne font pas grève et ils travaillent H24. Mais ils cotisent pas. Non, alors sauf si on les force à cotiser. Ah oui, mais on n'a pas forcé jusqu'à présent les robots dans les usines à cotiser. Non, mais vous voyez bien que si on remplace, si l'hypothèse de Sam Altman est juste, ou de Goldman Sachs est juste, si on remplace des millions d'emplois dans la décennie qui vient. Écoutez bien ça, parce que c'est le point crucial. Tous les patrons de la Silicon Valley sont pour le RUB, le revenu universel de base. Sam Altman vient de financer pendant 2 ans une expérience de RUB. Il a payé $2000 par mois des chômeurs américains pauvres. Catastrophe absolue. Alcoolisme, antidépresseurs, suicide. Voilà. Et donc, moi, je suis contre ce système-là. Parce qu'eux, ils se disent comment on va bousiller des centaines de millions d'emplois, ou en tout cas des millions d'emplois. On va payer les gens à ne rien faire, mais il faut que les gens restent dans un tissu social. Il faut qu'ils ne perdent pas l'estime de soi. Voyez. Et donc, c'est ce sujet-là que j'aborde en premier dans mon livre, parce que je pense que c'est le plus important. Et moi, je suis pour le service civique pour les adultes, par exemple. C'est beaucoup mieux que le RUB. Question, Barbara Lefebvre. Oui. Et dans les réflexion. Oui, mais Justement. je rejoins vos constats à la fois encourageants dans certains domaines, mais très alarmistes dans d'autres. Absolument. Moi, j'ai un livre qui m'a toujours accompagné, c'est le livre de Bernanos, La France contre les robots. J'ai extrêmement peur de la société du machinisme. C'est-à-dire que quand la machine est un outil au service de ce que l'humain peut avoir de plus créatif et de plus positif et de négatif aussi, évidemment, hein, mais bon, voilà. La machine est un outil. Mais lorsque la machine peut avoir la capacité de se substituer à l'humain, parce que c'est ça l'IA, c'est qu'il y a un risque de substitution. Et que ce soit Musk, Altman ou d'autres, c'est ça leur crainte. Leur crainte, c'est la substitution de la machine à l'homme. Et c'était déjà la crainte de Bernanos dans son livre « La France contre les robots ». Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on voit le manque, alors je ne sais même pas le mot, le manque de préparation de l'éducation nationale, hein, qui continue à préparer les élèves à passer des bacs et à faire des formations dans des métiers dont on sait très bien qu'ils vont disparaître dans moins de 10 ans. On est complètement à l'ouest. Il n'y a aucune obligation à coder, alors qu'on devrait, dès la 6e, apprendre aux élèves à coder et à avoir une intelligence d'ingénierie qu'ils n'ont pas. On continue à repousser ça dans les bacs techno du lycée ou dans les spécialités ingénieurs dans les lycées. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour véritablement se préparer à une IA non pas substitutive, mais à une IA qui resterait un outil au service de la créativité humaine. Oui, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Le grand remplacement » ou « La complémentarité ». Voilà. C'est pour moi le grand sujet. Alors sur le codage, même le codage, c'est fini. On code en Python sans problème. Bon.
Non, alors deux choses. Voilà, je pense que c'est très important. On a cru pendant longtemps, c'était notamment la thèse d'un livre sur la fin du travail, que ça n'attaquerait que l'école blanche, puisqu'au fond c'est une question d'intelligence. C'est pas vrai. Il y avait récemment une grande pancarte sur un immeuble en construction où c'était marqué Hey ChatGPT, est-ce que tu crois que tu peux finir l'immeuble? Sous-entendu, tu n'y arriveras pas. C'est faux. Les robots sont parfaitement capables dans le BTP de construire un immeuble. Voilà. Et quand on leur mettra dans la tête ChatGPT 5, ils auront le QI d'un polytechnicien, d'un agrégé de biologie et d'histoire. Voilà, ils auront tout ça en tête. Et en plus, ils pourront laver les carreaux. Donc voilà, le problème, c'est que on pourra avoir 50 ou 70 robots qui bâtiront une maison ou qui feront un immeuble. Elon Musk prévoit d'en construire des millions cette année. Voilà, des millions cette année. Donc ça attaquera évidemment l'école blanche, notamment par exemple les médecins, les radiologues, etc., les experts comptables, les géomètres. Bon, mais ça attaquera aussi l'école bleue. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La différence, et là vous touchez le problème essentiel, et ça renvoie aussi à l'école évidemment. Et je suis heureux d'être avec des chers collègues. C'est que en matière de morale, en matière de valeurs esthétiques et politiques, l'IA est alignée par les programmateurs. Elle ne les choisit pas elle-même. Alors, sauf si on est spinoziste et qu'on pense qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais si on n'est pas spinoziste et qu'on pense qu'il y a un libre arbitre, on choisit nous-mêmes nos valeurs. Donc, si vous demandez, là je peux le faire en 2 secondes, à ChatGPT, est-ce qu'il faut voter à droite ou à gauche aux prochaines élections, il répondra, ça dépend de vos valeurs. Après, il pourra vous faire un topo sur la gauche qui est plus égalité ou la droite qui est plus liberté, enfin des poncifs, mais il ne vous dira pas pour qui il faut voter. Si vous lui demandez s'il faut préférer Bach ou Boulez, il vous dira, ça dépend de vos valeurs. Donc, il est aligné. Par exemple, quand Gemini, qui est aujourd'hui assez génial, je dois dire, mais quand Gemini est sorti la première fois, on lui avait demandé quelle est la recette du foie gras. Il a dit non, je ne peux pas vous donner la recette du foie gras parce que c'est interdit par mon code éthique. Il nous renvoyait à PETA, qui est l'équivalent de L214. Voilà. Et donc ça veut dire que l'IA aura une éthique en fonction de qui? De programmateur. Du programmateur. Vous pouvez fabriquer des IA spinozistes, kantiennes, platoniciennes, mais vous pouvez aussi fabriquer des IA socialistes ou libérales, staliniennes ou nazies, trumpistes ou macroniennes, si tant est que le macronisme existe, etc. Là, ça dépend des programmateurs. Tandis que nous, si on croit à la liberté, au libre arbitre, nous ne sommes pas programmés. Et c'est là que ça fait une très, très grande différence. Pour l'école, mon grand problème, si j'étais encore ministre de l'Éducation, voilà, je vais vous le dire comme ça. Vous pouvez prendre quelqu'un pour faire le ménage à votre place. Vous pouvez prendre quelqu'un pour faire le jardin à votre place. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un pour penser à votre place. Bah oui. Voilà. Et donc, c'est ça qui, si j'étais ministre de l'Éducation, serait mon premier sujet. Comment organiser la complémentarité, pas le remplacement. Aujourd'hui, 90% des mémoires de master sont faits par l'IA. Et j'en ai des exemples partout autour de moi. Et les logiciels de détection du plagiat ne fonctionnent pas. Oui, mais ça veut dire qu'on va devenir fainéant intellectuellement ou pas, Luc? Sauf si on organise la complémentarité. Exactement. Voilà. Moi, par exemple... Si on redonne aussi le goût des gens à penser. Mais bien sûr. On leur redonne le goût de penser. Le goût de penser, c'est à l'école qu'on apprend le goût de penser qui demande effectivement un peu d'effort. Le goût de penser, le goût du travail. Voilà. Et il faut expliquer à nos élèves que ce n'est pas se rendre service à eux-mêmes que de faire tout par ChatGPT, mais il faut les convaincre. Voilà. Et ça, c'est le rôle des professeurs que nous sommes. Et par exemple, en philosophie, je lui ai fait faire une disserte de philo. Et ce que je donnerais à mes élèves, si j'étais encore professeur de philosophie, je leur dirais, vous par exemple, je ne sais pas moi, y a-t-il des critères du beau? Bon, je donne le sujet à mes élèves, je leur dis, vous demandez à ChatGPT la réponse, et après, vous commencez comme on fait pour un commentaire de texte. Vous commentez le texte de ChatGPT, vous commencez le travail. Voilà. Et ça, il faut l'utiliser, évidemment, mais il faut faire comprendre à nos élèves. Et puis alors, si j'étais ministre de l'Éducation, je changerais... Si vous étiez Madame Borne, donc. Oui, voilà. Je changerais de A jusqu'à Z les programmes d'instruction civique, parce que les deepfakes, j'en ai plein ma poche, les deepfakes, les fausses vidéos. J'ai une vidéo de Macron disant « J'ai lu le livre de Luc Ferry, j'ai été abasourdi par tant d'intelligence ». C'est une deepfake. Il ne peut pas m'encadrer, c'est assez réciproque. Et voilà, donc je le dis franchement. Mais voilà, vous pouvez mettre la tête d'une gamine de 3e sur un film X, balancer sur les réseaux sociaux et foutre sa vie en l'air. Et ça n'est pas encore interdit. On a fait un IA Act en Europe qui n'en parle pas, ou quasiment pas. Alors qu'il faut... Les jumeaux numériques, j'ai un copain qui a fabriqué un jumeau numérique de lui-même et qui, dans une visioconférence, a parlé avec ses enfants pendant 20 minutes. Ils n'ont pas su que ce n'était pas leur père. Et on en est là. Luc, vous avez posé, tu as posé oui, on peut les enjeux, oui, les enjeux de l'intelligence artificielle, ce à quoi notre
on peut le dire, notre civilisation aujourd'hui va être confrontée. On va continuer de l'évoquer avec Étienne Liebig, avec Jean-Loup Bonamy, avec Barbara Lefebvre. Le temps pour moi de passer par le 32-16, d'aller du côté de la Gironde. C'est Nicolas qui est infirmier libéral qui est là. Bonjour Nicolas. Bonjour. Mon cher Nicolas, c'est vous qui êtes le gagnant des vacances Bellambra. Félicitations. Ah, c'est bien, ça. Merci beaucoup. Tu parles avec une IA, en fait. C'est un robot. C'est le tirage au sort, Nicolas. Bravo, bien joué. Vous avez toutes les destinations, 45 destinations. Vous avez une petite idée d'où vous voulez aller ? Ce sera plutôt soleil, je pense. Plutôt au soleil. Alors, Ouais. est-ce que vous avez, par exemple, envie d'aller du côté de la façade atlantique, d'aller du côté de la Méditerranée ce sera plutôt du côté de la mer, de la campagne ? Va falloir en discuter avec madame, mais je pense que la Corse peut être pas mal. Ça vous tentera. Vous avez 3 destinations encore. Vous avez Propriano, vous avez Belgodère Palasca, le golfe de Lozari, vous avez Borgo aussi. Tout est beau encore, c'est même Mon cher Nicolas, profitez bien de ces vacances. J'y manquerai pas. Vous pouvez annoncer Merci la bonne beaucoup. nouvelle, c'est les vacances Bellambra. C'est pour vous. Bravo Nicolas. Merci. Gagnez Félicitations. vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France. Et on en fera gagner demain encore. Luc Ferry reste avec nous. Oui, L'intelligence artificielle, grand remplacement, complémentarité. Le livre est passionnant. Il est aux éditions de l'Observatoire. Débat, questions avec les GG, avec la grande gueule en direct sur RMC. RMC Story, il est 11h20. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot. les grandes gueules. Luc Ferry est avec nous, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, sur l'intelligence artificielle, grand remplacement ou complémentarité. L'IA, c'est le défi de ce début de 21e siècle qui va bouleverser notre vie économique, notre vie sociale, notre vie quotidienne. On en parle avec Barbara Lefebvre, avec Jean-Loup Bonamy, avec Étienne Liebig. Allez, Jean-Loup, prof de philo à prof de philo, et puis ensuite Étienne. Jean-Loup. J'ai une question peut-être peu philosophique, ou alors d'une philosophie matérialiste. Elle porte plutôt sur les robots humanoïdes, Oui. anthropomorphes. Mais est-ce que si on se met à fabriquer massivement ces robots, est-ce qu'on aura les ressources extractives en termes de matériaux, de métaux ? Est-ce que ça, c'est pas un énorme problème et en fait une limite à leur développement ? Oui, c'est une grande question. Et c'est extraordinairement énergivore, hein, le problème. Oui. C'est-à-dire, Oui. pour ça, j'en parlais avec le patron de Microsoft Europe il n'y a pas très longtemps. Il s'est installé en France. Il a mis, quand Macron a organisé le Choose France, là, en bon français, comme toujours, ils ont investi 5 milliards de dollars en France à cause de cette question énergétique et la question des métaux, mais surtout la question énergétique, puisque nous avons le nucléaire et donc Oui. on a une quantité d'énergie propre qui est considérable, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Allemagne qui est en très grande difficulté. Donc oui, c'est une très grande question. Moi, j'ai été ministre de la Recherche aussi. J'ai beaucoup travaillé sur ITER, donc sur le projet de fusion nucléaire. C'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que dans 10 ans, on aura, ou dans 20 ans au pire, on aura la fusion nucléaire, c'est-à-dire qu'on aura de l'énergie propre et totalement sûre pour des millions d'années pour la planète entière. Et donc, c'est pour ça que cette IA va relancer les projets de fusion nucléaire, parce qu'ils en ont très besoin. Donc la question que vous posez, elle est très Mais importante. ces projets ont été abandonnés par Alors, Emmanuel Macron. Oui, Non, mais mais il y a la- Emmanuel Macron, pardon, excusez-moi, mais ce qui m'intéresse, c'est les États-Unis. Oui, mais on a encore 2 ans Ah non, mais à attends, passer. c'est hein. intéressant ce que tu dis. Voilà, ça veut dire qu'on a perdu la bataille là. Ah oui. Parce Ah qu'on bah, organise le sommet sur programme l'intelligence ITER, artificielle. C'est Ah non, Macron mais qui ce l'a arrêté sommet- ITER, hein, Non, mais avec ce Borne. sommet, excusez-moi, les gens viennent il va y avoir 100 chefs d'État à peu près. Les Américains vont venir parce que l'Europe est évidemment le plus grand marché pour eux. C'est pas du tout parce qu'ils nous trouvent formidables. C'est 2 jours, hein, 10 et 11 Bien sûr, février. Là. on est complètement dans les choux. On a Mistral AI en France, qui est très bien, mais qui est en fait financée par les Américains, en partie achetée par les Américains. Elle a été créée par un jeune polytechnicien qui s'appelle Arthur Mensch, qui est d'ailleurs le neveu de Laurent Alexandre, qui est un type un petit génie. Mais c'est pas ça. Le problème, ils viennent chez nous parce qu'on est les gros clients, mais ces 2 jours sont, pardon de le dire, ils sont complètement ridicules. Ils sont centrés sur la régulation. Et sur l'intérêt général de la régulation, je ne dis pas qu'il ne faut pas de régulation, ce n'est pas ça le problème. Mais l'Europe est dans la régulation d'innovations qui ne sont pas les siennes.
Et donc, on aurait besoin d'une... C'est le rapport Draghi, qui est très, très bien fait, et qui dit... Et mon ami Cédric Villani disait la même chose déjà dans le rapport qu'il avait rendu à Macron. Il faut qu'on investisse 200 milliards de dollars tout de suite dans la troisième révolution industrielle. Sinon, on est une colonie des États-Unis. On se bagarre sur le budget là, pour faire des économies 100 millions par 600 Je parle de l'Europe, je parle pas de la France. Non, mais d'accord, mais la France pourrait essayer d'être motrice là-dedans. Dans non, on va être moteur sur la régulation. Ouais. Voilà. On va taxer ou réguler. Nous, on s'est régulé et taxé. Voilà. Des innovations qui ne sont pas les nôtres. Alors que ce dont on a besoin, le rapport Draghi là-dessus est parfait, c'est d'avoir un investissement de centaines de milliards, comme vont faire les États-Unis. 500 milliards, c'est ça. 500 milliards, a dit Trump, dans la troisième révolution. Pourquoi c'est important? Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de commerce et d'économie, c'est un problème de civilisation européenne. On est en train de devenir une colonie des États-Unis et de la Chine. Voilà. Et l'Europe est en train de crever. On l'aura bien mérité. On était déjà. Mais on s'est flingué nous-mêmes. Ah bah exactement. Alors aujourd'hui, Trump, on peut penser ce qu'on veut, mais il nous réveille. Voilà. Il est en train de nous réveiller. Et Bernard Arnault a raison. Donc, je ne sais pas s'il réveille Ursula. Étienne, question, et puis après Ursula, c'est la pire catastrophe qui soit arrivée à l'Europe. Ah bah on est bien d'accord. Moi, je peux... dites-moi. Je pense que c'est un peu... Devant le micro, s'il te plaît. Je peux en parler par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la chanson. J'ai pas mal de gens autour de moi, notamment dans la musique, qui pensent que c'est le résultat qui compte. Et finalement, pourquoi s'emmerder à apprendre l'harmonie, à apprendre un instrument, à apprendre même pas à jouer d'un instrument? C'est très long, c'est très chiant. Depuis qu'on a 6 ans, on travaille tous les jours, on se gâche notre jeunesse à pas aller jouer au ballon. Et pourquoi? Pour finalement obtenir le résultat qu'il a obtenu en 12 secondes. Et je crois que ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que l'éducation nationale doit... Je crois que c'est paumé. Autour de moi, je n'ai que des gens qui me disent pourquoi je m'emmerderais pour obtenir un résultat qui finalement est tout à fait correct avec la... Voilà. Donc je pense que cette bataille-là, on ne peut pas la gagner. Non, j'ai un ami qui fabrique des musiques de films et qui dit exactement la même chose que vous. Alors cela dit, moi j'ai joué du violoncelle pendant 20 ans, j'ai quand même adoré ça. J'ai arrêté à la demande générale de ma famille parce que quand on joue pas très bien les instruments à cordes, ça pardonne pas. Le piano ou la guitare, ça pardonne, mais le violon et le violoncelle, non. Mais il y a quand même une joie de jouer soi-même, voilà, c'est quand même vrai. Quoi. Mais bon, sinon, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, pour fabriquer de la musique de film, d'ailleurs, ce qu'on a entendu tout à l'heure est très correct. Hein, pour une musique de film, c'est très tout à... En plus, avec les prompts, vous l'améliorez très, très facilement. Je lui ai fait faire un devoir de philo. Voilà. Je dis ça à mon collègue. Mais j'ai fait exprès. Alors, évidemment, il ne maîtrise pas. Mais si on voulait qu'il le maîtrise, il le ferait en 3 secondes. Mais il ne maîtrise pas les règles de la dissertation française. Voilà. Mais on s'en fout, ce n'est pas le problème. Mais est-ce que l'IA va devenir indépendante ? Est-ce que l'IA pourrait devenir autonome et s'affranchir de l'ordre humain en disant et nous réduire en esclavage? Tu me demandes ça, je ne le ferai pas, je vais faire ça. Alors justement, j'ai un chapitre entier là-dessus. Tous mes amis, moi je suis dans des groupes d'ingénieurs, hein, je travaille sur le plan scientifique avant de parler de philosophie. D'abord, j'ai les bases scientifiques, je travaille avec eux. Eux, ils sont matérialistes, donc ils pensent tous qu'on arrivera à la conscience artificielle, tous le disent. Et qu'on arrivera par conséquent à des IA qui seront autonomes. Et c'est pour ça que Hinton ou Bengio, qui sont prix Turing en IA, en informatique et en IA, disent que c'est le monstre le plus dangereux, bien plus dangereux que celui de Frankenstein. Donc ils sont dans cette logique-là. Et c'est pourquoi ils ont signé le moratoire, le fameux moratoire signé par 30 000 chercheurs, demandant une pause de 6 mois pour réfléchir aux dangers de l'IA. Et c'est Hinton et Bengio, prix Turing, c'est les grands de l'IA. Et donc, voilà, donc c'est parce qu'ils pensent que l'IA va devenir autonome. Moi, je ne le crois pas pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, parce que je pense que l'IA n'est jamais que alignée par les programmateurs. Donc, elle n'a aucun libre arbitre. Donc, elle n'a pas de valeur. Ou plutôt, elle en a, mais ce sont celles que les humains lui donnent. Voyez. On va prendre 2 questions au 32-16. Luc Ferry. Yanis, bonjour. Oui, bonjour. Ou tout du moins 2 réflexions, Yanis, parce que vos enfants collégiens utilisent ChatGPT, utilisent l'IA? Alors, ils ne l'utilisent pas au quotidien et sans arrêt. Hein. Ils l'utilisent surtout quand ils sont bloqués. Donc, ils viennent me voir pour que je les aide aux devoirs, notamment les maths, la physique. Et tout ça, moi, je suis dépassé maintenant. Et souvent, alors moi, je tape la question dans ChatGPT. Et ChatGPT, en fait, nous fait des explications. Et les petits me disent, mais vraiment, j'ai mieux compris avec ChatGPT qu'avec le professeur.
Oui, il y a une étude qui vient de sortir sur la capacité de persuasion des IA génératifs par rapport aux humains, par exemple dans des élections, par exemple dans une campagne électorale. La capacité ou par rapport aux fake news, par rapport au complotisme, à toutes les conneries qui circulent sur les réseaux sociaux. Bon, l'IA est plus persuasive que les humains parce qu'elle est beaucoup plus gentille, elle est empathique, elle est programmée pour être empathique. C'est pas qu'elle l'est vraiment, elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas d'émotion, mais elle est empathique. Alors, encore une fois, dans mon livre, à chaque fois, j'explique les arguments des uns et des autres. Donc, je dis pourquoi mes amis pensent que l'IA va devenir autonome au sens où vous l'entendiez, et donc pourquoi elle va avoir son propre agenda. Et moi, je dis pourquoi elle ne l'aura pas, et c'est un débat qui revient in fine, un débat philosophique sur le libre arbitre. Mais Yanis, ça veut dire que vos enfants... aujourd'hui, auraient tendance à plus faire confiance à l'IA qu'à leurs enseignants, Yanis ? Non, pas du tout. C'est pas du tout une question d'empathie ni de confiance. C'est une question aussi de certaines personnalités de certains professeurs. Il y a des professeurs au collège qui, c'est unanime, tous les enfants les adorent. Et il y a certains professeurs qui ont une façon de voir où les enfants ne s'y retrouvent pas. Et c'est compliqué. Un exemple simple. Mon fils me dit, ouais, papa, en classe, j'ai demandé au prof pourquoi 3x au carré plus machin truc, ça fait ça. Et le prof lui a répondu, parce que 3x au carré plus ça, ça fait ça. Mais là, oui, ok, d'accord, vous m'avez donné la solution, mais le cheminement. Donc, on a demandé à ChatGPT de nous expliquer. Et ChatGPT vraiment nous a remis sur le chemin. Et en regardant ChatGPT, en l'écoutant, ça m'a rappelé mes cours de l'école il y a longtemps. Et avec mon fils, avec tout ça, on a réussi à revenir. Par contre, tout ce qui est histoire géo ou tout ce qui est les matières que les garçons adorent les profs ou qu'il y a vraiment une belle relation entre le prof et les enfants, et bien là, en fait, on n'a jamais besoin d'aller sur ChatGPT parce qu'en fait, tout est fait à l'école. Et c'est vraiment quand il y a une, je ne sais pas si c'est une défaillance humaine. Donc là, il y a la complémentarité. Il faut chercher la complémentarité. Je vais dire les choses de manière brutale, mais on a tous connu dans notre trajectoire des profs absolument géniaux. Moi, j'ai connu 4 ou 5 profs dans ma vie, depuis la maternelle jusqu'à l'université, et ça change tout. Ça, c'est absolument irremplaçable. En revanche, le mauvais prof est très remplaçable. Voilà, le prof qui ennuie tout le monde. Mais qui décide que c'est un bon prof ou un mauvais prof? C'est les élèves, ils savent très bien. Souvent, les élèves le savent, mais la hiérarchie ne suit pas. Écoute, moi, quand j'enseignais à l'université, il y avait par exemple, quand j'étais prof, je dirigeais le département de Sciences Po à Lyon, il y avait des études tous les ans qui étaient faites par le directeur de Sciences Po Lyon pour savoir qui étaient les bons et les mauvais profs. On savait très bien qui c'était. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ChatGPT est capable, c'est ce qu'on appelle en anglais les trees of thought, les arbres de pensée. Vous avez dû faire comme moi de la logique quand vous avez fait vos études de philo. C'est ce qu'on appelle les arbres logiques. Alors, ça veut dire qu'il commence comme ça, il va là, puis là, il bute. Alors, il remonte et puis il va là. Voilà. Il va, et on peut lui faire, c'est ce qu'on appelle, les ingénieurs prompteurs peuvent lui faire expliquer par où il est passé pour arriver à un résultat. Par exemple, dans la banque, toutes les demandes de prêt aujourd'hui bancaires sont examinées par des IA. C'est plus par des humains du tout. Mais par exemple, le gars Oui, d'accord, mais l'IA n'a pas d'empathie. Non, l'IA justement. ne tiendra pas compte du contact client, des explications que tu peux donner. C'est justement pour ça qu'elle est bonne. C'est justement pour ça qu'elle n'est pas biaisée. Et donc, elle va donner un résultat objectif. Maintenant, le gars qui se voit refuser le prêt, il va voir son banquier. Mais pourquoi vous m'avez refusé le prêt? Le banquier ne sait pas. Le prompteur, l'ingénieur prompteur va demander à l'IA par quels arbres elle est passée pour pouvoir expliquer au malheureux pourquoi on lui a refusé son prêt. Et ça, c'est aussi ce que fait un très bon prof. Au lieu de dire c'est comme ça parce que c'est comme ça, pauvre crétin, il va expliquer comment on est arrivé au résultat. Luc, est-ce que tu as 10 minutes encore pour les GG ou pas? Oui, bien sûr, mon ami. On va continuer d'en discuter de cette intelligence artificielle parce qu'après tout, si l'IA peut remplacer les mauvais profs, est-ce que l'IA pourrait remplacer les responsables politiques et choisir ce qui est le journalistes, c'est déjà fait. Les journalistes et choisir ce qui est le mieux pour le pays. Voilà, le défi de l'intelligence artificielle expliqué par Luc Ferry avec les grandes gueules. Dans un instant, avec Greg, qui est professeur d'histoire-géographie. Je remercie Yanis d'avoir donné l'exemple aussi de ses enfants. Vous restez avec les GG, avec les grandes gueules. Et puis, je sais qu'ils ont préparé un autre petit son du côté de la production. Au retour de pub, on fera écouter l'intelligence artificielle qui a fait une chanson pour Olivier Truchot qui reviendra jeudi. À tout de suite. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC Story. On continue de parler intelligence artificielle, le défi de notre pays, le défi de notre monde par Luc Ferry, là où les Américains vont investir 500 milliards. Tout à l'heure, Étienne disait, ça y est, les Américains sont en train de se faire défoncer par les Chinois et leur intelligence artificielle. Oui ou non, Luc? Non, on a dit que c'est DeepSeek qui avait fabriqué donc cette intelligence artificielle. Je l'ai essayé, elle est assez géniale, elle est très haut niveau. Qu'elle aurait coûté 6 millions, mais c'est pas vrai. En fait, elle a coûté des milliards. Alors, c'est aussi un problème qui est posé, mais c'est un vrai débat. C'est que l'open source ou l'open weight, c'est les deux. Quand une IA met tout ce qu'elle sait faire en open source et qu'elle l'offre à tout le monde, ça peut permettre à des nouveaux entrants d'aller à disposition. Merci. Ça peut permettre à des nouveaux entrants de rentrer de fabriquer des IA beaucoup plus vite et beaucoup moins cher. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec. Mais ça va être la guerre des IA en fonction des pays. C'est-à-dire qu'il va y avoir la guerre des IA américaines, la guerre des IA asiatiques ou chinoises. Voilà. Ça va être une bataille. Voilà. Poutine a dit. Il est passionné par le sujet, que les pays qui maîtriseraient l'intelligence artificielle maîtriseront le monde. J'ai fait 4 conférences, notamment au CHEM, donc à l'école de guerre. J'avais en face de moi les plus hauts gradés de l'armée. C'est très intéressant. L'IA est en train d'envahir complètement, de bouleverser complètement l'armée. Et donc, voilà. Et je rejoins la question qu'on posait tout à l'heure autour de l'autonomie, de la souveraineté européenne. Un des généraux qui était là me disait qu'il faudrait qu'on investisse 40 milliards d'euros dans l'armée pour redevenir souverain et autonome par rapport aux États-Unis, qui pourraient clouer l'armée française au sol en un quart d'heure s'ils le voulaient, parce qu'on dépend complètement, par exemple, des satellites, des appareils de guidage de l'IA américaine. Donc, vraiment, la question européenne, la question française, la question de la souveraineté, c'est une question de civilisation. Voilà. Et donc, oui, DeepSeek est une bonne nouvelle pour l'Europe, parce que, à la limite, ça prouve que, bien qu'on ait un retard absolument considérable, on pourrait éventuellement s'en tirer. Mais je vois que Mme von der Leyen, qui encore une fois pour moi est la plus grande catastrophe qui soit arrivée à l'Union européenne, elle a dit qu'on allait investir 56 millions. Alors que Trump tout seul dit on va mettre 500 milliards. Donc, ils ne se sont pas réveillés. On va passer par. Ça veut dire qu'on va vraiment devenir une colonie des États-Unis et de la Chine, mais ça veut dire que le déclin est programmé si on ne réagit pas. Greg, bonjour, enseignant d'histoire-géographie. Bonjour, Greg. Qu'est-ce que vous pensez de l'IA alors? Dites-moi. Bonjour tout le monde. Moi, je suis enseignant dans le secondaire, en lycée, d'histoire-géo, et en parallèle, je prépare une thèse d'histoire sur la police et la gendarmerie sous l'occupation dans le Nord-Pas-de-Calais, pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Et tout en écoutant Luc Ferry tout à l'heure, en travaillant sur ma thèse, je suis allé sur ChatGPT. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de taper le sujet de ma thèse. Et en quelques secondes, effectivement, ChatGPT m'a sorti un texte de 3 à 4 pages, mais qui était archi nul. Oui, mais vous avez quelle version? Ah, je sais pas. Il y a 1 milliard de différence entre la 3,5 et la... Vous êtes abonné ou pas? Celle qui est là tout de suite. Oui, non, mais vous n'êtes pas abonné. Donc, attendez, c'est comme si vous compariez une Formule 1 à une 2 chevaux. C'est bien pour ça que je fais un bémol. Je veux mettre un bémol dans ce que vous dites, parce que quand vous allez là sur le site de ChatGPT, tout de suite, là, à l'instant T, il n'y a pas 10 ans, il y a maintenant, quand ce sont des sujets complexes, c'est une amélioration de Wikipédia. Le sujet qui est mon sujet, que je connais très bien, c'est très nul. C'est très nul. Ça vaut Alors rien peut-être que c'est pas le bon site. C'est pas le bon site, c'est un faux site. Je sur ChatGPT. Non, c'est des faux, monsieur. Écoutez-moi. Non, je suis désolé de vous le dire. Pour avoir des bonnes réponses. Non, ça veut dire qu'un collégien ou un lycéen peut utiliser celui que je viens d'utiliser. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que lui, et on tomberait tous sur celui-là. D'accord, si vous tombez sur des IA, c'est pareil. Si vous comparez une 2 chevaux et une Formule 1, la Formule 1 va plus vite. Et la 2 chevaux va moins vite. Mais il faut, si vous ne vous abonnez pas... Oui, je comprends, bien sûr. Vous dites le lycéen peut très bien arriver sur un site qui est dégradé, et pas avoir la bonne version, sauf qu'il va se planter une fois, et puis ensuite il va aller sur le bon. Pareil, vous allez sur Wikipédia. Oui, on est d'accord. Vous allez sur Wikipédia, par exemple, sur mon site Wikipédia, tout est faux. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses sont fausses, c'est pareil. Mais il faut bien comprendre... On dit que tu es transsexuel, ce qui est faux. Non, mais même ma date de naissance est fausse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que il faut vous abonner au vrai ChatGPT. Il y en a une dizaine de fois
faux. Donc, il faut vous abonner au vrai. Et là, vous verrez quelles sont les performances. Et en histoire, moi qui suis absolument passionné d'histoire, je suis agrégé de philo, mais je suis aussi agrégé de sciences politiques. Donc forcément, l'histoire fait partie de ma culture. En histoire, encore une fois, par exemple, sur Victor Hugo entre 1830 et 1848, il est génial, simplement. Il est extraordinaire. En une demi-heure, j'ai 100 pages qui sont au niveau d'un excellentissime mémoire de maîtrise d'histoire. Mais parlons justement de l'application au niveau politique. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement, on nomme des ministres en leur disant, écoute, t'es bien gentil, mais les réformes... plutôt que de me faire des réformes à la con ou d'avoir des idées à la con, tu demandes d'abord à ChatGPT. Oui, on peut imaginer ça? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, sur les questions budgétaires, il est excellent. Avant-hier, j'assistais à une pour avoir un démonstration. Gouvernement de 5 personnes, ça suffirait. Et puis, et surtout aujourd'hui, ce serait pas plus mal. Oui. Mais il y a beaucoup de ministres qui ressemblent à de mauvaises IA. De très mauvaises IA. Très mauvaises IA. Pardon d'avoir été un peu rapide et un peu brutal, mais c'est parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses. Les gens se moquent de ce qu'on appelle les hallucinations des IA génératives, parce qu'on laisse leurs erreurs, parce qu'ils utilisent des versions anciennes. Alors, le fait qu'elles soient accessibles, évidemment, elles sont accessibles, mais il ne faut pas se laisser tromper. Et le politique qui pourrait appliquer des mesures grâce à ChatGPT. Par exemple, avant-hier, j'assistais à une étude qui était absolument passionnante, où on comparait les 6 grandes IA génératives aujourd'hui sur un projet de restructuration d'un secteur entier de l'économie. Voilà. C'est la saucisse fraîche, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais enfin, c'est 17 milliards d'euros de consommation par an. Et c'est extraordinaire comment l'IA proposait en moins de 10 minutes une restructuration d'une entreprise, et le patron lui-même disait, mais voilà, ça m'aurait coûté 15 000 euros si j'avais demandé à une boîte spécialisée, et ça m'aurait coûté, et c'était 6 mois de travail de 2 stagiaires dans ma boîte. Voilà. Et pareil, moi je travaille beaucoup avec les avocats, tout le travail de préparation d'un procès aujourd'hui, 90% est fait par l'IA. Est-ce que l'IA va bouleverser l'agriculture aussi? Je dis ça pour notre camarade Didier Giraud, que tu connais. Bien sûr. Ah oui, je l'aime beaucoup, il est très sympa en plus. J'ai tout un passage dans mon livre là-dessus. Pour les phytos et les intrants, moi je travaille énormément avec les agriculteurs. Moi je viens du monde agricole, ça se voit pas comme ça, mais les 25 premières années de ma vie, c'est dans le monde agricole. Comme François Bayrou. Mais bien sûr, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et moi, j'ai passé pendant 15 ans les vacances à Montboudif, parce que mon cousin était le maire de Montboudif et l'instituteur, et ils avaient une toute petite ferme avec des vaches de salaire. C'est ma vie, ça. Voilà. Et donc oui, pour les phytos, pour les intrants, voilà. Et puis pour les serres hors sol, c'est extraordinaire. J'ai visité des serres de tomates hors sol, c'est absolument génial. C'est géré par l'intelligence artificielle. Entièrement, voilà. Et c'est pour ça aussi que les Allemands et les Hollandais nous dépassent de très loin, parce qu'ils ont investi dans l'IA 10 ans avant nous. Voilà, c'est aussi des vrais problèmes. Mais là, nous, en ce moment, parfois, on peut avoir, notamment dans le domaine militaire ou sécuritaire, l'IA, et croire que l'IA peut remplacer l'œil humain et la capacité des humains à observer et à venir dire d'où vient le danger, et qu'on finisse par croire plutôt l'intelligence artificielle que les êtres humains qui ont vu 7 octobre. Confère le 7 octobre. Oui, donc il y a un moment, autrement, il y a un moment où il va falloir aussi, non mais le fait d'avoir remplacé un certain nombre de personnes à un moment sur la frontière et d'avoir cru à l'intelligence artificielle, il ne faut pas non plus croire trop souvent uniquement la machine, il faut aussi croire quand les êtres humains voient des choses arriver. Moi je ne crois pas beaucoup à Netanyahou non plus. Mais non, mais moi je ne parle pas de ça, je parle des femmes qui étaient là à observer, les jeunes filles observatrices, qui sont toutes mortes. Non mais de toute façon, il ne faut jamais croire à rien. Non, ne croyez ni à ce que je dis, ni à rien. Il faut garder l'esprit critique. Si j'étais ministre de l'Éducation, je referais un programme immense d'esprit critique, parce qu'on va rentrer dans un monde de deepfake et de jumeaux numériques où on ne saura, ni vous ni moi, on ne saura jamais ce qui est vrai et faux. J'ai là une deepfake de Madame Mélanie pulvérisant Macron. C'est une deepfake, voilà. Et elle est indétectable. On peut ruiner la vie d'une famille, d'une entreprise, voilà. Mais pour penser non, mais moi je suis d'accord avec vous, l'esprit critique. Mais pour l'esprit critique, pour essayer de penser par soi-même, il faut déjà savoir lire un texte et le comprendre. Or, aujourd'hui, on a des élèves de 3e qui n'arrivent même pas à comprendre un texte de 10 lignes. Vous êtes trop mimi. Tout ce que j'ai fait pendant 2 ans, c'était quasi à 99% la lutte contre l'illettrisme. Et je me rappelle, je sais. Mais justement, les dédoublements de CP, c'est moi. Luc Ferry, parce que vous disiez, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, on a là un gouvernement qui échappe à la censure. Oui. Non, j'étais sûr qu'il échapperait. Moi, j'ai parié avec tous mes copains, j'étais sûr que Bayrou y arriverait. Ouais. Il est parti pour durer, François Bayrou? Oui, bien sûr. Pourquoi? Mais parce que d'abord, c'est une intelligence artificielle.
Pardon, je suis obligé de dire ce que je pense, j'arrive pas. Dans les GG, c'est ce qu'on fait. Hein. Bayrou n'a jamais rien réformé de sa vie. Jamais. Il n'y a pas, en 42 ans de vie politique, il n'y a pas une réforme Bayrou. Rien. Bon. Donc c'est exact, paradoxalement, et je fais exprès que c'est un paradoxe, c'est exactement ce qu'il faut dans le contexte actuel, un centriste non réformateur capable de causer aussi bien avec le Rassemblement national en disant qu'il y a un sentiment de subversion que de dealer avec les socialistes sur un budget qui est très mauvais, mais qui au moins garantit la stabilité politique, ce qui n'est pas un objectif misérable. On a besoin aussi de la stabilité, on peut discuter. Moi, je pense que c'est la fin de la Ve République, mais je pense qu'il durera. Je pense que la Ve République n'a plus de sens. Voilà. On nous disait le scrutin majoritaire, ça protège contre les errements de la proportionnelle de la 4e République. On est en plein dedans. On a 6 courants politiques qui tirent les draps chacun de son côté, qui se foutent comme de l'an 40 de l'intérêt général. Donc le scrutin majoritaire ne nous protège pas contre les errements de la 4e. Et par ailleurs, l'élection au suffrage universel du président, mais les costumes sont trop grands pour les nains de jardin qui nous dirigent, faut le dire. Voilà. Y compris Macron. Mais évidemment, surtout Macron. Surtout Macron. Moi, j'ai dit, on a mis un gamin à l'Élysée, on va le payer cher, on le paye très cher. Cette dissolution est absurde. Voilà. L'élection au président de la République au suffrage universel, c'était formidable pour un De Gaulle, pour reconstruire la France. Mais aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Et même mes amis, il y a des gens que j'aime beaucoup dans la vie politique. Moi, je suis un vieux gaulliste, en gros, un gaulliste social-démocrate, peu importe. Mais il y a des gens très bien. Mais les habits de Gaulle sont trop grands pour les gens d'aujourd'hui, pour des présidents normaux, ça n'a plus de sens. Merci Luc Ferry d'être passé par les GG à lire. Et merci de nous avoir donné beaucoup d'énergie et de courage. Intelligence artificielle, grand remplacement. Non, il faut se réveiller, arrête. Aux éditions de l'Observatoire, on a commencé. On a redemandé une création à l'intelligence artificielle. C'est génial, ça. Création musicale pour Olivier Truchot. Olivier, tu nous manques tant. Sur les ondes de ton cœur, ton absence est un chant. Soigne bien tes blessures. Prends ton temps. Les paroles n'ont pas On t'attend, on te veut, reviens-nous à l'antenne. Sur son vélo, un accident. Une chute, un moment de silence. C'est pas pire que ce qu'on peut entendre des fois à l'Eurovision. Mais je pense même qu'on peut l'envoyer à l'Eurovision. On aura peut-être une chance de gagner. Et c'est en 10 minutes. On va vous la mettre sur les réseaux sociaux. On va l'envoyer. C'est assez nul pour l'Eurovision. C'est sympa comme tout, les amis. Le défi de l'IA expliqué par Luc Ferry. Merci Luc.